Clark Energy. Donc voilà, je remercie CETA et le Forum scientifique de m'avoir invité pour présenter une des solutions de l'efficacité énergétique. On parle donc de l'importance de l'efficacité énergétique pour le pays, pour le bâtiment, pour l'industrie. En tant que Clark Energy, on a, on va dire, une des solutions qui existent. Je ne vais pas dire que j'ai le bâton magique pour résoudre toutes les solutions, mais j'ai une solution hyper intéressante. Donc tout à l'heure, M. Sita l'a passé rapidement, ce qu'on appelle la cogénération. Donc la cogénération, ça permet de faire une production simultanée de deux types d'énergie, qui permet donc de valoriser toute l'énergie primaire. Autrement dit, réduire toutes les pertes associées à une consommation non efficace. Voilà. Bon, le groupe Clark Energy, présentation rapide pour savoir un peu ce qu'on est en train de faire. Le groupe Clark Energy, donc on installe des centrales électriques à partir des moteurs à gaz. On est présent depuis l'année 1989. On est présent à travers le monde via différentes filiales. Dernièrement au Maroc, sachant qu'on était présent par nos installations au Maroc avant qu'on soit présent à travers notre filiale. On a des installations depuis 2008 qui tournent aujourd'hui. Voilà. Bon, le parc, c'est au-delà de 20 000 moteurs qui sont installés, l'équivalent de 23 000 mégawatts, c'est 23 gigawatts, c'est 3 fois la consommation de l'Afrique du Nord installée avec des moteurs à gaz efficaces en production énergétique. Voilà. Donc, les applications de ce moteur à gaz. Donc, le moteur à gaz, en fin de compte, c'est un groupe électrogène qui consomme du gaz pour faire de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, elle est produite à travers des centrales cycle combiné, des grosses centrales. C'est bien pour la production électrique, mais malheureusement, c'est pas très efficace parce que là, on parle de rendement maximum de 43, on va dire 50% pour un cycle combiné. Et ça veut dire 50% d'énergie primaire, elle est malheureusement refroidie par l'eau de mer ou donc dissipée. Donc la cogénération, c'est une production simultanée d'énergie électrique et thermique valorisée sur place. Donc les applications qu'on peut trouver, de cogénération dans les aéroports, bon, là dans les bâtiments d'une façon générale, hein, donc ça peut être un aéroport, centre commercial, un centre comme celui-là, on fait la climatisation, la chaufferie et la production électrique. Et la cogénération dans les serres, c'est une application qui ne concerne pas vraiment l'Afrique du Nord parce qu'on a suffisamment de chaleur, donc on n'a pas besoin de chauffer les serres, mais c'est plutôt en Europe de l'Est. Le biogaz est l'une des applications particulières de la cogénération, c'est le biogaz. Le gaz de synthèse, le gaz de torche, le gaz de pétrole, gaz de station d'épuration, une deuxième application de cogénération, le gaz de décharge, une troisième application de la cogénération et le gaz de mine. Donc après, donc il y a une application, ce qu'on appelle le moduloté, ça veut dire on peut fonctionner sans être raccordé sur le réseau. Autrement dit, quand on a la ressource primaire qui s'appelle le gaz, on n'a pas besoin d'avoir un réseau national pour se raccorder, il suffit d'installer ces équipements-là pour faire la production électrique localement. Voilà. Donc dans le monde, il y a différents types de gaz. On voit du gaz du bois qui a le plus bas, on va dire, pouvoir calorifique jusqu'à propane, butane. Donc l'application des moteurs à gaz concerne tous les gaz, on va dire, du gaz de bois jusqu'à propane. Tous ces gaz-là, on est capable de les, on va dire, valoriser. Il y a le gaz naturel qui se retrouve un peu au milieu, mais qui a un pouvoir calorifique de 10. Mais il y a aussi les biogaz, le gaz qui vient des décharges, des stations d'épuration, des unités de méthanisation, qui est un potentiel énorme. Moi, tout à l'heure, on a parlé des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique dans un pays. C'est vrai, il y a en fait, moi je dirais toujours, il y a 3 facteurs importants pour la production électrique. Il faut sécuriser la production. Si on est trop efficace, on risque de ne pas installer suffisamment et à la fin on se retrouve avec pénurie de production électrique. Ça, c'est une catastrophe. Si on investit trop, là, on risque de faire beaucoup d'investissements renouvelables, tout ce qu'on veut, et à la fin on a beaucoup d'électricité qui est mal exploitée. Donc je dirais l'efficacité énergétique, c'est un triangle qui doit faire l'équilibre entre l'environnement, la sécurité de production et la consommation efficace. Donc c'est ça où se trouve l'efficacité énergétique. Donc en fin de compte, ces solutions-là, chaque installation thermique, quand elle fait la combustion d'une énergie primaire, hein, gaz, fuel, diesel, tout ce qu'on veut, donc il y a l'énergie mécanique qui va entraîner des génératrices pour faire l'électricité, mais malheureusement il y a toujours 40% à 50% d'énergie thermique
qui n'est pas valorisée. Et donc la cogénération, en fin de compte, c'est une solution qui permet, à travers une production décentralisée, de faire la production électrique, la récupération thermique sur place et la valorisation de cette énergie thermique. Donc là, le schéma, il est très simple. Hein. Donc là, à partir d'une installation, on a une énergie primaire, ça peut être du gaz ou autre. Cette énergie, quand elle est consommée par ces unités-là, on a 44% sera transformé en électricité, 46% en chaleur, il n'y a que 10% de pertes. Et là, on voit que cette solution permet de valoriser 90% d'énergie primaire, à comparer aux installations, on va dire, de grosse taille, on valorise maximum 50%. Autrement dit, on est en train de perdre minimum 40% d'énergie. Donc en fin de compte, la solution de cogénération, c'est simple. Donc c'est 1, 2 ou 3 installations raccordées en série. À partir du gaz qui est le fuel, en fait, à partir d'énergie primaire qui est le gaz ou fuel, on fait l'énergie électrique et on produit surtout l'énergie thermique qui est utilisée donc sur place. Et l'énergie thermique, c'est de l'eau chaude, de l'air chaud, de la vapeur. Pardon. Pardon ? Est-ce qu'on peut revenir après aux questions? Je pense que c'est mieux. Continuez s'il vous plaît avec votre présentation. Les questions viendront après s'il vous plaît. On discutera, je reprends. Donc en fin de compte, voilà, l'énergie thermique, elle est produite par le gaz d'échappement du moteur et par les échangeurs. En fin de compte, le moteur à gaz, c'est comme un moteur de voiture. Hein. Donc là, l'énergie, on va dire primaire, qui est l'essence ou le diesel, ça fait une combustion qui fait tourner un vilebrequin. C'est de l'énergie mécanique qui va entraîner les roues. Pour une centrale, on va entraîner une génératrice, donc on va produire de l'électricité. Et pareil, on a sur une voiture les gaz d'échappement et on a le radiateur, c'est l'énergie thermique produite par ce moteur, mais l'avantage c'est qu'on pourra les récupérer. Donc en fin de compte, à travers des échangeurs, on pourra produire l'énergie thermique. Pourquoi cette solution peut être envisageable sur des petites unités et non pas pour des centrales? Tout simplement parce qu'on ne peut pas transporter l'énergie thermique trop loin. Si j'ai une centrale, je dis n'importe quoi, mais celle d'Okhnitra qui a 500-600 MW, il y a à peu près 800 MW thermiques que malheureusement je ne peux pas valoriser, que je suis en train de refroidir avec l'eau de mer. Des solutions pareilles, donc c'est une production à proximité du consommateur, soit un industriel, soit un bâtiment, soit un hôpital, soit un aéroport. Donc là, j'alimente en électricité, je l'alimente en chaleur, donc eau chaude, vapeur, tout ce que je veux, et je l'alimente aussi en froid. Et ça, c'est l'application complémentaire de la cogénération, ce qu'on appelle la trigénération. Donc en fin de compte, pour résumer, c'est ça la cogénération. Là, le premier schéma en haut, il s'agit d'une production standard d'énergie électrique et thermique. Ça veut dire, j'ai une centrale cycle combiné qui va produire de l'électricité. Donc pour faire 1 kW électrique avec un rendement de 40 ou de 35%, elle consomme 2,8 kW énergie primaire. Et pour faire 1 MW thermique, je dois consommer à travers des chaudières aussi 1,4 MW énergie primaire. Donc en fin de compte, pour faire 1 MW électrique, 1,2 MW thermique, je consomme dans le cas standard 4,3 MW énergie primaire. Donc une cogénération avec production décentralisée à proximité de l'utilisateur, je produis l'électricité, le 1 MW électrique, je récupère 1,2 MW thermique, mais tout ça, je consomme que 2,5 MW en énergie primaire, ce qui fait 40% d'économie en énergie primaire et aussi 50% d'économie en émissions CO2. Donc en fin de compte, c'est un double impact, on va dire, c'est efficacité énergétique et environnement. Donc ça c'est le principe en fait qui résume un peu la cogénération. Après la cogénération, comme j'ai dit dès le départ, il s'agit d'une énergie primaire que je valorise en 2 ou 3 sortes d'énergie. Je peux faire l'électricité principalement, après la chaleur et le froid, et on va trouver par la suite une solution de trigénération où j'ai la production électrique qui vient du moteur, l'énergie thermique produite à travers les gaz d'échappement ou l'échangeur d'eau chaude, et cette eau chaude, si elle n'est pas valorisée, je peux la transformer en froid. Et ça, c'est de l'application directe, par exemple, des hôtels, où l'hiver, j'ai besoin de faire une chaufferie, et l'été, j'ai besoin de faire du froid. Donc, en fin de compte, j'ai 2 sources d'énergie thermique et frigorifique. Quand j'ai besoin du froid, donc je bascule sur le groupe absorption qui fait du froid.
quand j'ai besoin de thermique, donc j'utilise directement le circuit d'eau chaude produit par le moteur. Et bien sûr, j'ai toujours l'électricité qui va alimenter donc en fait ce bâtiment-là. Bon, les 5 références. minutes encore. 5 minutes. Ouais, j'ai presque fini. Donc voilà, en fait, pour faire vite, donc les applications, il y a l'industrie, les briqueteries, il y a les stations d'épuration, il y a textile, il y a les aéroports. En fait, tout consommateur qui a besoin d'électricité, de chaleur et de froid. Donc là, je passe rapidement sur les références aussi. Voilà, donc le biogaz, en fin de compte, c'est une des applications, on va dire, particulières de la cogénération. C'est là où je fais une cogénération à partir d'énergie primaire qui s'appelle le biogaz. Et ça, c'est un double intérêt, parce que là, j'ai du biogaz, soit les décharges, soit les méthanisations, soit les stations d'épuration. Et ce gaz qui est produit par la décharge, je peux le valoriser, je produis l'énergie électrique, je produis l'énergie thermique, qui pourra être utile pour mon process en lui-même. Le cas des stations d'épuration, ça permet de sécher les boues. Le cas des décharges, ça permet de sécher les lexivia. Et je produis l'énergie électrique derrière. Sachant que le biogaz, c'est le méthane, le CH4, lui-même, il est 20 fois plus polluant que le CO2. Ça veut dire, si je laisse ces gaz-là dans l'air, ça veut dire que je suis en train de polluer 20 fois plus que si je suis en train de faire de CO2. Donc, en fin de compte, le biogaz, c'est une méthanisation en fermentation d'un déchet. Un déchet biodégradable, donc ça peut être l'ordure ménagère, déchet végétal, tout ce qui peut fermenter. Et on a pour le biogaz, il vient principalement de 4 sources: les décharges, les centres d'enfouissement, les stations d'épuration. Et ces deux références, on a déjà au Maroc des installations qui tournent. Les déchets agricoles, ça peut venir de volailles, des vaches, tout ce qu'on veut, et déchets organiques, voilà. Donc en fin de compte, c'est un potentiel énorme, parce que je reviens à un ratio qui a montré tout à l'heure M. Arachour, c'est que l'efficacité énergétique ramène beaucoup d'argent, mais elle dépense moins d'argent. Juste, je donne un chiffre, donc si aujourd'hui on vise des grosses installations éoliennes et solaires, là, la disponibilité sur l'année de 40%. Une installation pareille, elle est disponible sur toute l'année. Donc en fin de compte, sur la production annuelle, je produis 2 à 3 fois plus qu'une centrale éolienne ou solaire, avec un investissement beaucoup plus important, en valorisant des sources qui existent aujourd'hui, qui est le biogaz, donc sur les décharges ou sur les stations d'épuration. Donc en fin de compte, le biogaz, 30 à 70% de méthane et 30 à 70% de CO2, ça permet de faire la production électrique, la production thermique et la production frigorifique. Donc ça, le principe d'une décharge. Donc en fin de compte, là, c'est un centre d'enfouissement où on stocke le déchet. Et après, on fait comme des puits de pétrole, on fait l'extraction du gaz qui sort de décharge. Ça, c'est une station d'épuration qui produit 9 MW électriques. C'est l'équivalent d'un parc éolien de 35 MW. La production annuelle, c'est l'équivalent de 35 MW éoliens. Et là, une autre, donc au Danemark. Ça, c'est par exemple, une méthanisation de l'huile de palme. Donc, en fin de compte, on fait l'huile de palme dans un digesteur, on fermente, on produit du biogaz, on produit de l'électricité. Et ça, c'est une référence au Maroc. C'est sur la station d'épuration de Marrakech. Il y a 4 installations qui tournent maintenant, ça fait 4 ans, et qui alimentent 70% de la station d'épuration. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, la station d'épuration de Marrakech, elle est à 70% autonome. Elle n'a pas besoin d'acheter l'électricité de réseau. Elle produit elle-même son électricité à partir de son déchet. Donc elle est autonome à 70%. Voilà, donc les références, il y en a encore. Il y a celle de station de Fès, il y a la décharge de Fès, la décharge d'eau aussi qui tourne. Voilà. Là, c'est pas technique, là, sur un peu on va dire les interfaces d'une installation, mais voilà, il y a le moteur à gaz, après il y a l'ensemble des accessoires qui vient avec là pour que ça tourne. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas pour les questions.